Bon, bah, Ouais, bonjour à tous, bonjour Armel, bonjour Camille, bonjour Annick, bonjour Frédéric. Il y a toujours des noms que je vois revenir assez fréquemment. Bon, bah, je suis très content d'organiser ce webinaire avec toi, Alexandre. Donc, Alexandre, je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent déjà, connaissent évidemment la société pour laquelle il travaille. Et bah, je suis ravi de pouvoir vous organiser ce webinaire sur le LMNP et plus généralement, finalement, sur l'avenir à court terme de l'immobilier locatif avec quelques pistes pour entamer 2024 avec de nouvelles idées. Euh, je profite que tout le monde soit en train d'arriver. Je pense qu'on n'est pas encore au complet pour laisser Alexandre se présenter peut-être. Et moi, j'embrayerai aussi pour vous parler de Gridkey pour les quelques-uns qui ne me connaissent pas. Vas-y, Alexandre, je t'en prie. merci Tristan. Bonjour à toutes et tous. Alors oui, Alexandre Tadjen, je représente une structure groupe qui s'appelle Consulteam, qui est peut-être plus connue à travers quelques-unes de ces entités, à savoir Serenissimo ou LB2S ou encore Finpel et plus aussi. Voilà, un peu plus de 15 ans maintenant que je suis dans ce groupe avec une spécificité, c'est que j'ai eu la direction générale d'LB2S qui traite tout le marché secondaire de la location meublée pendant une dizaine d'années. Et puis, depuis 2022, j'interviens sur toute l'offre en immobilier direct du groupe, que ce soit location meublée neuf, ancien, que ce soit nue propriété neuf et ancien, ou résidentiel éligible Pinel. J'aurai l'occasion de présenter sommairement Consulteam dans quelques instants. Et puis, pour faire écho à ton propos, Tristan, merci de m'avoir donné la possibilité d'intervenir aujourd'hui dans le cadre du partenariat qui est le nôtre et sur lequel je reviendrai s'agissant de la possibilité qui est offerte aux professionnels du patrimoine de découvrir l'offre Consulteam depuis le site de Gridkey. Super, merci. Alors, bon, moi, Tristan Seguin, je pense que la plupart d'entre vous, effectivement, me connaissent. Gridkey, je suis un des cofondateurs avec Mathieu Morio, dont j'emprunte la session. Donc, de Gridkey, qui est une plateforme d'immobilier neuf qui propose tout un tas d'outils d'aide à la vente pour l'immobilier neuf et réhabilité, finalement, et même secondaire, puisque on propose notamment les biens d'Alexandre en LMNP, seconde main, second marché. Euh, donc voilà, si vous voulez des renseignements à la fin de ce webinaire, dans l'après-midi, je vais vous laisser mes coordonnées dans le chat. N'hésitez pas à m'écrire, à m'appeler, et puis on en discute. Je vous montre comment ça marche. On compare plus de 55 000 biens qu'on a sous mandat, donc ça peut être très utile pour vos clients. Bon, bah, je vois que tout le monde est en train de nous rejoindre. On va pouvoir démarrer. Ce webinaire est un peu particulier. Je vous demande de rester jusqu'à la fin parce qu'on a une annonce un peu spéciale à vous faire pour la rentrée 2024 avec un nouveau format qui va, je pense, beaucoup vous intéresser. Donc, restez jusqu'à la fin. Et puis, bah, je vais laisser la parole maintenant à Alexandre qui va vous expliquer un petit peu son point de vue d'une société qui ne fait pas du LMNP. C'est ça qui est intéressant, c'est que vous avez en fait avec Consulteam un groupe qui maîtrise plusieurs types d'investissements. Donc, je trouve que ça leur donne encore davantage de légitimité pour tenir le propos qui va suivre. Voilà, je vous laisse avec Alexandre et puis posez-nous toutes vos questions dans le chat. Euh, Moi, je vais les relayer en direct. Pardonnez-moi d'avance si certaines ne sont pas relayées tout de suite. Soit c'est parce que je sais que le propos va être tenu plus tard, donc je les garde pour la suite, ou alors elles seront redondantes par rapport à un propos déjà évoqué. Mais voilà, ne vous censurez pas, envoyez-moi toutes vos questions, je les donnerai à Alexandre. Allez, je te laisse la main. Merci Tristan. Eh bien, c'est parti. Je vais commencer par présenter le groupe Consulteam rapidement. Donc, on a une structure qui a été créée en 1995. Nous sommes un opérateur indépendant. On n'est pas filiale de promoteur, on n'est pas filiale d'exploitant. On nous définit souvent comme une plateforme de distribution. J'aurais tendance à dire que c'est notre dernier métier. En fait, notre métier premier, c'est d'acheter entre guillemets. Je dis bien entre guillemets, pourquoi? Parce que on n'achète pas les opérations, on les négocie avec des promoteurs, on les négocie avec des exploitants. Et notre travail, il est
d'apporter des valeurs ajoutées à des produits qui pourraient être considérés comme standards, et de travailler en termes de prix, de travailler les conditions du bail commercial, de travailler la durée du bail, la répartition des charges, de faire en sorte que quand on présente un produit au marché, il soit pertinent au moment où on le met à la commercialisation. On intervient sur différentes fiscalités, effectivement, comme l'évoquait Tristan. Alors aujourd'hui, on va traiter de la location meublée, ce qui est notre cheval de bataille depuis bientôt 30 ans. C'est pas loin de 70 000 logements au total commercialisés en location meublée depuis notre création, que ce soit s'agissant des résidences médicalisées qu'on appelle communément les EHPAD, que ce soit en résidence de tourisme, de loisirs ou d'affaires, ou encore des résidences pour étudiants ou pour seniors. On travaille également une offre en résidentiel éligible au dispositif Pinel, ce qui explique que je suis très à l'aise pour évoquer les deux sujets parce que je ne suis pas là pour dire que l'un est mieux que l'autre. On fait également de la nue propriété et puis on a des véhicules collectifs d'investissement à travers SCPI et OPCI. Ça, c'est pour ce qui est de l'immobilier direct ou indirect du groupe Consultive. À titre indicatif, c'est pas loin de 3 000 logements par an commercialisés en location meublée en résidence-service, neufs et anciens confondus, avec un marché de l'ancien qui se dynamise de plus en plus et assez logiquement depuis quelques années. Marché de l'ancien sur lequel nous sommes présents depuis 2012. Donc, on a un petit peu d'expérience sur le sujet, avec un peu plus de 1100 transactions à l'année. Et puis, le marché du neuf sur lequel on est présent depuis l'origine. Et puis, une particularité, nous ne commercialisons rien en direct. Nous ne sommes pas juges et parties. Nous référençons, nous négocions des programmes pour les mettre à disposition de partenaires mandataires. Alors, est-ce que vous entendez toujours Alexandre? Parce que j'ai une coupure de son. Sur tout le territoire national, Gritty étant l'un de ses partenaires. Je ferme la parenthèse. Une actualité est amenée à disparaître. Oui. Ouais, Oui, vas-y, continue, je t'ai récupéré et j'ai perdu le son. Je ne sais pas si c'est moi ou si c'est de ton côté. Donc, n'hésitez pas à nous écrire dans le chat ou dans les questions pour me dire si vous avez eu aussi cette coupure. Désolé pour ça, je t'ai interrompu. Bon, du coup, je reprends le fil. Oui, je parlais effectivement de la fin du dispositif Pinel, qui est donc annoncé pour le 31 décembre de cette année. On sait que ça, c'est le terme juridique, mais on sait que dans les faits, le Pinel va prendre fin au cours du premier semestre 2024, peut-être premier trimestre 2024. Pourquoi? Parce que les promoteurs vont commercialiser peu de résidences dans le cadre du dispositif Pinel, ou en tout cas ouvriront leur stock à la marge s'agissant de ce dispositif. Ils vont privilégier les ventes en bloc et des projets d'accession en résidence principale. Et puis, on sait que les prescripteurs, les professionnels de l'immobilier vont être très prudents s'agissant effectivement des préconisations en Pinel, avec la crainte que le programme ne sorte pas dans le contexte économique qui est le nôtre, et donc la crainte de ne pas finaliser une affaire, tant pour l'investisseur que pour le professionnel du patrimoine en termes de perception d'honoraires. Alors, la fin de ce dispositif Pinel fait que il y a des opportunités depuis quelques semaines et sans doute pour quelques temps encore, s'agissant des programmes en cours de commercialisation, avec des offres commerciales diverses et variées. Ça peut prendre la forme de frais de notaire offerts, ça peut être une remise de prix conséquente, et forcément, vous avez des clients opportunistes qui saisissent ces opportunités de marché, et puis vous avez raison, vous, d'en faire profiter vos clients et d'en profiter. Pour autant, on constate une chose, c'est qu'on a une raréfaction continue du stock, puisqu'il y a de moins en moins d'opérations qui sont lancées, et qu'on a aussi la contrainte territoriale s'agissant du dispositif Pinel, puisque toutes les zones ne sont pas éligibles. Les limites du Pinel, je voulais en dire quelques mots. Et pourquoi est-ce que je voulais parler des limites du Pinel? C'est parce que on parle de ce dispositif comme étant le dispositif d'investissement immobilier phare depuis longtemps. Pour autant, il y a d'autres dispositifs qui existent, la location meublée, mais j'aurai l'occasion d'y revenir.
et un certain nombre d'investisseurs ne sont pas allés prendre des positions sur le marché du Pinel parce qu'ils considéraient ou ils considèrent que le prix de revient au mètre carré est trop élevé et que la défiscalisation est intégrée dans le prix de vente. Ça, c'est un refrain qu'on entend depuis longtemps. Autre sujet, et sans doute le plus important, c'est qu'on a des enveloppes d'investissement qui sont relativement élevées, puisque dans un projet résidentiel, on a rarement des studios qui permettent d'avoir des enveloppes d'investissement accessibles. On a surtout des T2, T3, T4 avec des enveloppes d'investissement de 300 000 € et plus en moyenne. Et donc, par définition, plus l'enveloppe d'investissement est élevée et plus on restreint le nombre de candidats potentiels à l'investissement. Autre limite du Pinel que j'évoquais à l'instant, c'est qu'effectivement, on a un zonage restreint qui a évolué ces dernières années, dont on ne peut pas investir où l'on souhaite dans le cadre de ce dispositif fiscal. Également, un frein à l'investissement pour quelques comment dirais-je, investisseurs plus ou moins aguerris, c'est le fait qu'on ait un rendement locatif qui n'a de cesse de s'écréter avec le temps qui passe, puisque les prix augmentent plus rapidement que les loyers n'augmentent, en particulier parce que les loyers sont contenus avec un système de plafond. Quand on associe à cela le fait qu'on a une fiscalité qui est très lourde en France s'agissant des revenus fonciers, eh bien, il y a beaucoup d'investisseurs qui, effectivement, quand bien même il y a une réduction d'impôt, ne vont pas utiliser ce véhicule d'investissement pour développer leur patrimoine ou pour satisfaire leurs objectifs à moyen ou long terme. Et puis, dernier élément, et si je l'évoque, c'est parce que je vais faire un parallèle effectivement avec le bail commercial associé à la location meublée, c'est le risque locatif. Alors, beaucoup vont dire non, mais il n'y a pas de risque particulier s'agissant du dispositif Pinel. Oui et non. On sait pertinemment que entre deux locataires, il y a une vacance locative qui n'est pas toujours prise en charge. En tout cas, il y a une franchise s'agissant de la prise en charge par l'assurance. On sait qu'on est sur du résidentiel. On sait qu'on peut avoir des locataires qui ne payent pas les loyers, qu'on ne peut pas expulser, et on est en plein dans la période. Et donc, là encore, il y a un certain nombre d'investisseurs qui ne sont pas prêts à prêter le flanc à ce genre de risque et qui ne voient pas grand intérêt à surpayer un actif immobilier en ayant peu de rendement locatif, en ayant une fiscalité très forte, et ce, moyennant une réduction d'impôt moins intéressante qu'il y a quelques années dans le cadre du dispositif Cellier. Pour autant, il y a toujours des investisseurs, pour une raison simple, c'est que bon nombre de ces investisseurs veulent agir sur leur impôt sur le revenu parce qu'il y a une forme comment dirais-je, d'allergie à l'impôt sur le revenu chez les contribuables français que nous sommes. Et effectivement, quand on reçoit l'avis d'imposition tous les ans, on se demande ce que l'on peut faire. Et puis, en rencontrant les professionnels que vous êtes, il y a une solution qui revient régulièrement, c'est le dispositif Pinel, parce que il est facile à comprendre, parce que c'est de l'immobilier traditionnel, on peut se projeter assez facilement, que fait écho à cette volonté d'agir sur l'impôt sur le revenu, eh bien l'immobilier est un actif tangible que la plupart de nos concitoyens comprennent, ou la plupart comprend, pardon, que c'est l'occasion, au-delà de l'opération de défiscalisation, eh bien de développer son patrimoine à terme, en conservant éventuellement ce bien, toujours dans le cadre des revenus fonciers, ou bien en transformant ce bien après la période de défiscalisation, en logement meublé pour alléger la fiscalité. Il y a le confort aussi de la gestion déléguée, puisqu'on va confier un mandat de gestion la plupart du temps, effectivement, à une agence qui va s'occuper de trouver un locataire, va s'occuper de faire l'état des lieux. Et c'est une motivation pour un certain nombre d'investisseurs. Et puis, je l'évoquais, c'est un investissement qui est simple dans le sens où encore une fois, il suffit de dire à un investisseur, vous voyez, l'immeuble à côté de chez vous, potentiellement, il est éligible au dispositif Pinel. Vous voyez, c'est un appartement classique dans lequel on va héberger les gens que vous voyez tous les jours, que vous croisez dans la rue ou qui travaillent avec vous. Et puis, il est d'autant plus simple que le dispositif Pinel s'inscrit dans la lignée du dispositif Cellier. Le Cellier s'inscrit dans la lignée de Duflot, d'Europien, de Périsol, quand bien même les fiscalités ou en tout cas le traitement fiscal était un petit peu différent. Les principales motivations s'agissant des professionnels du patrimoine pour prescrire ce dispositif, bien c'est qu'il y a une demande soutenue. Encore une fois, effectivement, on sort d'années assez fastes
avec beaucoup de programmes immobiliers qui voyaient le jour, avec des taux d'emprunt qui étaient extrêmement favorables et effectivement, il y avait beaucoup de demandes investisseurs. Le contexte depuis un an, il a un petit peu évolué. Il faut aller les chercher, les investisseurs. Donc, effectivement, c'était relativement facile, et je dis bien relativement, sans dénigrer effectivement votre fonction de conseil et de prescripteur. Mais le contexte était relativement plus simple qu'il ne l'est aujourd'hui. C'était relativement simple de prescrire du Pinel en comparaison d'autres dispositifs, puisque, encore une fois, on est sur du résidentiel classique. C'est un dispositif dont tout le monde a entendu parler, que tout le monde connaît plus ou moins bien, et il est sans doute plus aisé de présenter un investissement qui s'appuie sur un appartement devant lequel on passe tous les jours que de prescrire un investissement dans une résidence médicalisée, par exemple, ou de prescrire un Malraux ou un MH. Il y avait une offre qui était relativement abondante il y a encore quelques mois, donc il y avait le bénéfice du choix pour vos clients et puis pour vous dans la sélection des produits à prescrire. Et puis ce que j'évoquais il y a quelques instants, c'est qu'effectivement ce dispositif s'inscrivait dans la lignée des autres dispositifs que l'on connaît depuis plus de 30 ans maintenant. Et donc effectivement, les lois se succèdent et sont peu différentes les unes des autres. Donc c'est effectivement assez simple de s'approprier le dispositif fiscal Pinel en comparaison d'autres dispositifs. Et on sait pertinemment, et ça n'est pas vous faire offense, on sait pertinemment que on est plus performant quand on s'inscrit dans quelque chose que l'on connaît bien, que l'on comprend, que les investisseurs comprennent facilement, et on a tendance à plus facilement prescrire ce genre de solution qu'une autre, quand bien même une autre serait potentiellement plus pertinente ou plus performante. Et encore une fois, pas de jugement là-dedans. Je le rappelle, on vend un petit peu de tout, donc ça n'est pas du tout le sujet. Alors oui, Pinel est amené à disparaître. Alors, il y a un certain nombre de professionnels qui se disent qu'il y a un autre dispositif qui va prendre le relais, comme ça se fait depuis une trentaine d'années. Peut-être, peut-être ou pas. En tout cas, ou peut-être pas, effectivement. Ou peut-être pas, effectivement. C'est plutôt ça, le prono. Ou peut-être pas, c'est plutôt ça le prono actuellement. Oui, c'est plutôt ça, effectivement, le pronostic. En tout cas, à date, rien ne respire, si ce n'est une réflexion qui est que notre gouvernement va vouloir privilégier le logement social et le logement social autre que ce qui pouvait être considéré dans le cadre du dispositif Pinel avec ses plafonds de loyer et plafonds de ressources. Et donc, est-ce que va être associé à ça une incitation fiscale? Eh bien, on verra. En tous les cas, à date, rien ne transpire. Alors, la fin du Pinel, ça ne veut pas dire que l'immobilier d'investissement s'arrête. Encore une fois, ça fait des dizaines d'années qu'en parallèle du dispositif Pinel et de ses ascendants, il existe d'autres dispositifs. Ça fait des dizaines d'années qu'ils se vendent des dizaines de milliers de logements indépendamment du dispositif Pinel. Donc, ça va continuer. Le marché investisseur, il est toujours présent. Alors oui, on peut s'accorder à dire que au titre de 2023, le marché investisseur, c'est restreint. Il a diminué. Pour autant, il y a toujours des investisseurs pour saisir des opportunités. Il y a toujours des investisseurs pour utiliser l'effet de levier lié au crédit. Il y a toujours des investisseurs qui mobilisent du cash pour faire des investissements 100% comptants en immobilier. Si je dois vous donner quelques chiffres, sur le marché du neuf, depuis le début de l'année, en location meublée chez Consultim, c'est un peu plus de 45% de paiement 100% cash, quand on était à peine 20% il y a 2 ans. Et sur le marché de l'ancien, on est au-delà de 60% de paiement 100% cash. Donc, il y a bien des liquidités qui se promènent, il y a bien des investisseurs qui font des arbitrages, il y a bien des investisseurs qui font des arbitrages dans leur patrimoine et qui retirent des fonds de leur contrat d'assurance vie ou qui cèdent des obligations ou des actions pour prendre position sur des actifs qui sont rassurants, et on sait que l'immobilier fait partie de ces actifs privilégiés dans un contexte qui est un peu anxiogène. Donc le marché, il est bien présent. L'immobilier a toujours la faveur des investisseurs. Sinon, il n'y aurait
pas de transaction Pinel, il n'y aurait pas de transaction en location meublée, il n'y aurait pas de transaction, enfin de collecte de fonds s'agissant des SCPI, et puis il n'y aurait pas non plus d'investissement dans l'ancien avec des travaux d'amélioration et de rénovation et d'amélioration des performances énergétiques. On sait que, alors je vais préciser, l'humain a horreur du vide. Oui, factuellement, on ne pourra plus envisager de faire un investissement dans le cadre du dispositif Pinel. Et encore une fois, je pense qu'il convient sérieusement de l'envisager. Si les clients doivent le faire, ils doivent le faire dans les 3-4 mois qui viennent, parce qu'après, ça risque effectivement de mettre en danger l'éligibilité de l'investissement au dispositif pour peu qu'on acte à partir du 1er janvier 2005. Et donc, factuellement, puisque ce dispositif est amené à disparaître, eh bien, les investisseurs, comme ils sont toujours là, ils vont chercher des solutions alternatives. Et donc, l'intérêt, effectivement, de cette intervention aujourd'hui, c'est de présenter la location meublée comme une alternative. Je vous l'accorde, ce n'est pas la seule. C'est celle qu'on va vous présenter aujourd'hui. Et puis, ce que j'ai mis entre guillemets, à savoir les pinélistes. Alors, les pinélistes, c'est comment dirais-je, c'est à la fois les investisseurs qui voulaient bénéficier de la réduction d'impôt, mais à la fois les conseillers en gestion de patrimoine ou en investissement immobilier qui s'étaient fait une spécialité du dispositif Pinel. Tous ces individus vont chercher des solutions alternatives et il en existe des solutions alternatives et ça va être l'objet de la présentation qui arrive. On est là pour parler effectivement de la location meublée. Quel intérêt peut effectivement présenter le statut de loueur en meublé non professionnel? Alors, je précise statut parce qu'effectivement, c'est un statut fiscal. On est sur un marché historique. La location meublée, elle est apparue après la Seconde Guerre mondiale. Donc, certains d'entre nous ou d'entre vous ont découvert la location meublée avec l'avènement du dispositif Censi-Bouvard en mars 2009. Pour autant, c'est un marché qui est bien plus ancien que cela, qui est très dynamique depuis l'origine, qui était dynamique avant l'apparition du dispositif Censi-Bouvard, qui est venu, oui, effectivement, booster ce marché. Le Censi-Bouvard a disparu depuis le 31 décembre 2022 et on fait toujours énormément de ventes et ça se compte en milliers d'unités tous les ans et en dizaines de milliers. On vend toujours de la location meublée, même s'il n'y a pas de réduction d'impôt direct. Ça veut donc bien dire qu'il y a les clients qui investissent et qui ne sont pas en recherche uniquement d'une réduction d'impôt. D'ailleurs, ça me rappelle un sondage qu'on a commandé il y a quelques années de cela, quand effectivement il y avait le dispositif CELI et le dispositif Pinel à 25% de taux de réduction d'impôt que la plupart d'entre vous ont connu. Et on a sollicité l'IFOP de mémoire, qui a établi un questionnaire, une enquête, et il est ressorti que les principales motivations d'achat dans le cadre d'un investissement immobilier n'était pas la réduction d'impôt, mais c'était la protection du patrimoine, du capital, c'était le rendement, c'était anticiper la retraite en se croyant des revenus complémentaires, c'était se constituer un patrimoine et optimiser sa transmission et arriver ensuite à la réduction d'impôt. Voilà, je ferme cette parenthèse parce qu'encore une fois, ça n'est pas le moteur premier d'investissement des épargnants français. C'est un actif immobilier, c'est un véhicule d'investissement qui est facilement identifiable. Je vous parlais tout à l'heure du Pinel où oui, ça peut être l'appartement qui est dans la rue, le dispositif location meublée en résidence-service, mais ça concerne les logements qui vont accueillir des étudiants pour leurs études supérieures. Ça concerne les résidences qui sont destinées aux seniors, qui se développent de plus en plus depuis une quinzaine d'années. Ça concerne également, et là ça parle à la plupart des clients et ou prospects, ça concerne les résidences de tourisme. Qui n'est pas allé dans une résidence Odalis, Pierre et Vacances, Bellambra à l'occasion de vacances. Également les résidences de tourisme d'affaires qui sont une alternative à l'hôtellerie traditionnelle. Et puis, on a le marché de la dépendance. C'est le marché de la prise en charge de nos aînés à travers effectivement les résidences médicalisées ou autrement appelées établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Et donc, tous ces segments parlent aux investisseurs potentiels que nous sommes. Pourquoi? Parce que nous avons été étudiants, parce que nous avons des parents qui vieillissent et qui, comment dirais-je,
qui ont un état de santé qui nécessite d'aller dans une résidence senior, voire dans une résidence médicalisée, parce qu'on a des enfants qui cherchent un logement pour faire des études supérieures. Donc, effectivement, ça fait écho chez chacun d'entre nous. C'est vrai que commercialement, c'est un atout du LMNP, c'est que c'est le sous-jacent finalement, c'est de pouvoir communiquer, argumenter sur quelque chose de très concret qui parle normalement à peu près à tout le monde, à toutes les personnes que vous allez conseiller. Et effectivement, et on en revient à un sujet de quel est le profil client et effectivement quel produit je vais mettre en face. Ça va faire partie, pour celles et ceux qui vont décider de se mettre à la location de meublé ou de s'y mettre un petit peu plus, vous allez identifier chez vos clients plus d'affinité pour le marché étudiant, parce que vous allez avoir des investisseurs qui ont connu cette période où effectivement ils ont été en galère pour se loger, ou qui ont des enfants qui sont en études supérieures et c'était la croix et la bannière pour leur trouver un logement. Il y en a d'autres qui vont être plus sensibles effectivement à la résidence de tourisme parce que ça revêt un aspect loisir et jouissif, à savoir que j'identifie clairement ce qu'est ce type de logement pour y avoir passé des vacances ou un week-end, parce qu'il y a des formules d'occupation aussi qui sont présentes pour un certain nombre d'investissements. Il y a d'autres qui vont fonctionner plus avec un côté social et qui vont plus aller sur la résidence senior ou sur la prise en charge de la dépendance. Enfin, en tout cas, une chose est certaine, c'est compte tenu des différents segments éligibles à la location meublée, vous avez forcément l'un d'eux qui va répondre aux sensibilités de vos clients. La location meublée, autre intérêt de ce statut, c'est qu'on a effectivement une offre importante répartie sur l'ensemble du territoire national. Ça peut être du tourisme dans les Pyrénées, ça peut être donc du tourisme de montagne, ça peut être du tourisme de montagne dans les Hautes-Alpes ou en moyenne station, ça peut être du tourisme en bord de mer, du tourisme en campagne, ça peut être du tourisme urbain, ça peut être de la résidence senior à Nantes comme à Lille, dans des grandes métropoles françaises. Enfin, en tout cas, il y a effectivement une offre répartie sur l'intégralité du territoire, avec, en plus de ça, des budgets associés qui sont variés. Je vous parlais tout à l'heure d'une enveloppe moyenne d'investissement de l'ordre de 300 000 € en Pinel. Et bien, en location meublée, dans le neuf, en tout cas s'agissant des datas de notre groupe au titre de 2023, l'enveloppe moyenne d'investissement est de 130 000 € hors taxe. Pourquoi je précise hors taxe? Parce que la TVA est récupérable dans le cadre de cet investissement. Et sur le marché de l'ancien, on est à 103 000 € depuis le début de l'année en enveloppe d'investissement moyenne. Donc effectivement, des enveloppes accessibles. Et qui dit enveloppe moyenne dit qu'on a un plancher, un plafond. Dans l'ancien, on a commercialisé cette année des lots accessibles à partir de 30 000 € montant d'investissement, et on peut trouver des lots sur le marché secondaire allant jusqu'à plus de 600 000 €. La preuve, on en a vendu un la semaine dernière à plus de 600 000 € en région parisienne. Et puis, l'intérêt du LMNP, c'est qu'effectivement, il va répondre de manière globale à la majorité des motivations d'investissement de vos clients. J'évoquais tout à l'heure effectivement ce sondage IFOP que nous avions commandé. Eh bien, l'intérêt de la location meublée, c'est que c'est un véhicule immobilier, donc il a ce côté rassurant. C'est l'occasion de se constituer un patrimoine, c'est l'occasion de se constituer des revenus complémentaires, et on verra lors d'une prochaine session en quoi ces revenus complémentaires sont particulièrement performants puisqu'ils échappent tout ou partie à l'impôt sur le revenu. On a des niveaux de rendement qui sont relativement élevés, en tout cas bien plus élevés que dans le cadre du dispositif Pinel, et je me suis permis de préparer un exemple qui sera assez parlant, je le pense. J'évoquais la notion de réduction d'impôt tout à l'heure comme étant une motivation d'achat certes secondaire, mais réelle chez un nombre d'investisseurs. Et bien, à défaut de pouvoir bénéficier d'une réduction d'impôt dans le cadre d'un investissement en location meublée, je vais doper mon patrimoine, je vais générer de nouveaux revenus qui vont échapper à l'impôt. Et donc, à mon sens, c'est bien une réduction d'impôt. Si je raisonne sur un investissement immobilier traditionnel, je prends un foyer fiscal qui paye aujourd'hui peut-être 15 000 € d'impôt, qui fait un nouvel investissement immobilier, hors location meublée, son impôt va peut-être passer de 15 000 à 16 500 ou 17 000 €. Eh bien, en faisant un investissement immobilier en location meublée, l'impôt ne va pas augmenter puisque les revenus
sont neutralisés sur le plan comptable, donc c'est bien une réduction d'impôt. Et puis si j'intègre la récupération de TVA, j'ai bien une notion de défiscalisation si je dois faire un parallèle avec Pinel, puisque quand j'investis 300 000 € TTC dans le cadre du dispositif Pinel, eh bien, je n'ai pas de récupération de TVA, alors que quand j'investis, en l'occurrence, un montant équivalent 300 000 € hors taxe en location meublée, ben, en réalité, j'ai acheté un bien 360 000 € et je récupère 60 000 € de TVA. Et donc, c'est bien un gain fiscal immédiat et important. Et en plus de ça, en Pinel, je génère de nouveaux impôts locatifs. Oui, c'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est qu'effectivement, on a une fiscalité qui est très forte s'agissant des revenus fonciers. Alors oui, j'ai une réduction d'impôt, oui, mais comment dirais-je, les opérations qui sont commercialisées en Pinel depuis 1 an vont être moins fiscalisées parce que les taux d'emprunt sont plus élevés, donc par définition, ils vont y gommer plus de mes revenus locatifs. Mais quand on pouvait acheter du Pinel ces dernières années en empruntant à des taux aux alentours de 1%, bien, j'avais dès la première, ou en tout cas dès les premières années, une fiscalisation de mes revenus fonciers qui venait effectivement rendre moins intéressante la performance globale de mon investissement. Alors, les limites du Pinel, alors excusez-moi, je suis en train de réaliser qu'il y a un j'ai pas relu la presse ce matin, excusez-moi, elle a été mise en forme et en fait, c'est pas du tout le titre de cette slide. Les intérêts de la location meublée, si je dois continuer, ben, c'est effectivement générer du revenu complémentaire. On aura l'occasion d'y revenir, mais on a des niveaux de rendement qui sont élevés. Si je dois livrer quelques chiffres, aujourd'hui, on trouve des niveaux de rendement bruts dans le neuf qui oscillent entre 4 et 4,5%, des rendements nets de charges et de fiscalité qui vont osciller entre 3,20 et un peu plus de 4%. Et sur le marché secondaire, on va trouver des rendements bruts qui peuvent aller jusqu'à 7,5-8% et des rendements nets de charges au-delà de 6%. Donc oui, des rendements élevés. Et donc, c'est un formidable outil patrimonial pour se constituer des revenus complémentaires en anticipation de la retraite. Et ça, c'est un élément d'argumentation qui fonctionne très bien vis-à-vis des investisseurs parce que tout le monde, effectivement, se pose des questions au-delà de l'âge du départ à la retraite, sur le montant de la retraite qui va être perçu et sur le niveau de vie qu'on va pouvoir maintenir ou pas à terme. L'autre intérêt de la location meublée, c'est le fait qu'on n'est pas sur un comment dirais-je, un bail civil, on est sur un bail commercial. Qui dit bail commercial dit qu'on est sur un bail long terme puisqu'il fait à minima 9 ans. Là, je parle particulièrement du marché du neuf. Le marché secondaire, on peut trouver des baux qui sont cédés en cours de vie, des baux d'à minima 9 ans, mais qui peuvent aller au-delà de 9 ans puisqu'on trouve des baux commerciaux, en tout cas dans l'offre consultime, d'une durée de 18 ans ferme. Autrement dit, l'assurance pour un investisseur d'avoir le même locataire pendant 18 ans sans révision des conditions du bail commercial sur cette période, si ce n'est une indexation des loyers. Deux avantages majeurs à la location meublée, et je suis un peu dans la répétition, mais c'est peu ou pas de fiscalité effectivement sur les revenus. Si je dois faire très schématique un parallèle entre Pinel et location meublée, dans les deux cas, j'encaisse des loyers. Dans les deux cas, je décaisse ou je déduis en tout cas de mes loyers des charges que je qualifie de charges réelles, autrement dit de l'argent sonnant et trébuchant qui sort de ma poche en tant qu'investisseur. Ce sont les intérêts d'emprunt, l'assurance, la taxe foncière, les frais comptables éventuellement, les travaux. La différence entre les deux dispositifs, c'est qu'en location meublée, je vais venir appliquer en plus des amortissements comptables s'agissant du mobilier et surtout de l'immobilier. Ça va me permettre en fait de déclarer fiscalement des revenus équivalents à 0 à l'administration fiscale et donc de ne pas payer d'impôts sur du très long terme. La question se pose dans le cadre d'un investissement en location meublée de faire éventuellement un investissement cash. Pourquoi? Parce que si j'investis effectivement du cash, je n'ai pas la déduction des intérêts et donc je ne vais pas forcément optimiser fiscalement le traitement de mes revenus locatifs. Donc ça, ce sont des questions qui seront amenées à être posées
avec vos clients investisseurs en fonction de leur capacité, de leur appétence à faire un crédit ou non, mais ça peut valoir le coup, effectivement, de faire un crédit, quand bien même il ne représente que 30-35% du montant investi. Et puis, gros intérêt, effectivement, de l'allocation meublée quand on investit dans le neuf ou en VFA, c'est que on va pouvoir récupérer effectivement la TVA immobilière. Dans un certain nombre de cas, on avance le montant de cette TVA et on la récupère au fur et à mesure des déblocages de fonds. En tout cas, ça, c'est ce qu'on arrive à faire chez Consultim. À défaut de le faire au fur et à mesure des déblocages de fonds, on va récupérer 100% de la TVA dans les 6 mois qui suivent la livraison de la résidence. Ou alors, dans un certain nombre de cas, ce qu'on arrive à négocier chez Consultim, c'est que le fait que la TVA soit portée par le promoteur, donc il n'y a pas d'avance de TVA de la part de l'investisseur. En tout cas, quand on sait qu'effectivement la TVA représente 20% d'un immobilier sur une base hors taxe, si on ramène ça à, comment dirais-je, si je ramène le montant de la TVA au prix de vente TTC, c'est un peu plus de 16%. Hein. C'est un avantage fiscal direct. Et si ces 16 et quelques pourcents, je dois les ramener au taux de réduction du dispositif Pinel, eh bien, cette TVA récupérée fait que je suis aussi performant sur le plan de la défiscalisation que le dispositif Pinel. Les motivations d'investir en location meublée, tirer profit de l'effet de levier du haut crédit, je l'évoquais il y a quelques instants, on a des niveaux de rendement qui sont élevés puisque on va jusque, en tout cas si je m'intéresse au marché du neuf et de la VFA pour respecter ce parallèle avec le dispositif Pinel, j'ai des rendements qui vont jusqu'à 4,5% sur le marché du neuf. Et quand je sais qu'aujourd'hui je peux emprunter encore à moins de 4%, bah oui, j'ai un réel effet de levier lié au crédit, sachant que, n'oublions pas, avec le temps qui passe, et si les taux se détendent, il semblerait qu'ils vont se détendre dès 2024, ben je peux être amené à un moment à renégocier ma dette et donc à optimiser mon effet de levier. Au même titre que le dispositif Pinel, grâce effectivement au financement bancaire, eh bien, je vais pouvoir protéger mes héritiers à travers l'assurance décès, incapacité, invalidité. Je l'évoquais, on a des tickets d'entrée qui sont bien plus accessibles que dans le dispositif Pinel. Ça veut dire que là, vous élargissez le panel potentiel d'investisseurs parce que quand on présente en Pinel un panier moyen à 300 000 euros, bah, vous avez peut-être, je vais vous donner un chiffre qui ne veut rien dire, mais vous avez peut-être 20 candidats à même d'investir 300 000 euros. Et quand vous allez sur le marché de la location meublée dans le neuf, bah, vous avez un ticket moyen à 130 000, donc vos 20 candidats en Pinel se transforment en potentiellement 50 ou 60 candidats à même d'investir 130 000 euros dans le cadre de la location meublée dans le neuf. Et si vous allez sur le marché secondaire, bah, vous avez des tickets moyens à 103 000 euros. Vous avez, aujourd'hui, dans le stock, nous, on a plus de 250 biens à moins de 100 000 euros à la commercialisation. Et donc, bah, vos 20 investisseurs à même de mettre 300 000 euros en Pinel, qui peuvent devenir 50 ou 60 investisseurs à même de mettre 130 000 euros en moyenne en élément P9, bah, peuvent se transformer en 100 investisseurs potentiels sur le marché secondaire de la location meublée. Donc, effectivement, bah, vous allez pouvoir présenter de la location meublée à des gens qui n'avaient pas forcément les moyens d'investir dans le cadre du dispositif Pinel. Et puis, la location meublée, oui, on optimise sa fiscalité. Je ne vais pas revenir dessus, mais je vous l'expliquer rapidement. On va pouvoir gommer tout ou partie de ces revenus générés grâce à la déduction des charges et grâce aux amortissements comptables. Et puis, la location meublée, là, je vais vraiment juste évoquer le sujet parce qu'on va rentrer un petit peu dans la technique, mais permet d'optimiser la transmission de son patrimoine, particulièrement en créant un montage à travers une SARL de famille qui va permettre de démembrer les parts de la SARL, de faire en sorte que les investisseurs conservent l'usufruit et de donner la nue propriété aux héritiers, aux enfants le plus souvent. Mais je ferme cette parenthèse, ça pourra être développé ultérieurement. Alexandre, j'ai une question que tu vas peut-être aborder plus tard. N'hésite pas à me le dire si c'est le cas. C'est une question d'Yves qui demande qui demande quelle est la différence de fiscalité sur la plus-value à la revente entre un bien en LMNP comparé à un bien en Pinel. Cette fiscalité ne risque-t-elle pas de changer l'année prochaine? Alors, une question intéressante d'Yves qui revient régulièrement depuis de nombreuses années, le sujet de la fiscalité, et qui revient régulièrement parce qu'il y a souvent dans le cadre des projets de loi de finances
des amendements assez folkloriques qui sont déposés, qui finalement sautent. Alors, pour faire assez simple et répondre à la question, quand j'investis en tant que loueur en meublé non professionnel, j'ai la même fiscalité s'agissant de la plus-value que lorsque j'investis en Pinel, c'est la plus-value des particuliers. Voilà. Là où je vais relever de la plus-value des professionnels, c'est si j'opte pour un statut de loueur en meublé professionnel, mais là, il faut respecter un certain nombre de conditions, ou si je vais faire du para-hôtelier, mais ça n'est pas l'objet de notre atelier aujourd'hui. Donc, ce qu'il faut retenir, location meublée non professionnelle, plus-value des particuliers, au même titre que le dispositif Pinel. Voilà. Et pas de raison pour que ce soit remis en question. Alors je crois l'avoir dit en propos introductif, ça fait un peu plus de 15 ans maintenant que je suis dans le groupe. Ça fait 15 ans que j'entends parler de ça tous les ans. Voilà. Ça ne veut pas dire que ça n'arrivera pas un jour, hein, mais voilà, ça fait 15 ans que j'en entends parler tous les ans et sensiblement à la même période, au moment effectivement du projet de loi de finances et de son adoption. Les atouts de la location meublée, un statut fiscal pérenne dans le temps. Encore une fois, hein, ça fait plus de 70 ans que ce dispositif existe. Il n'y a pas de raison pour qu'il ne soit pas effectivement prorogé dans le temps, parce qu'encore une fois, ce n'est pas une loi de défiscalisation, c'est un statut fiscal. Une offre sur l'ensemble du territoire, donc fonction d'où vous êtes vous et d'où sont vos clients, si tant est qu'ils cherchent effectivement un actif entre guillemets de proximité, vous allez toujours trouver quelque chose relativement proche de vos clients, des budgets accessibles. Je vais pas revenir dessus, mais voilà, des tout petits tickets dans l'ancien et des tickets très abordables dans le neuf. Hein, quand on va sur le marché de l'étudiant dans le neuf, on trouve des lots à partir de 85-90 000 euros hors taxes. Nous sommes sur des marchés locatifs que j'appelle des marchés d'exploitation qui sont porteurs. On entend parler tous les jours les uns et les autres des besoins qu'il convient de satisfaire s'agissant des logements pour étudiants. Pour vous donner quelques chiffres, en Crous, on a quelques 350 000 places au niveau national, quand on a plus de 2 millions d'étudiants qui cherchent un logement dans le cadre de leurs études supérieures. Et effectivement, on a nombre d'étudiants qui renoncent à entreprendre des études supérieures parce qu'ils ne trouvent pas de logement. Donc, c'est effectivement une vraie problématique. Le tourisme, si je dois donner quelques chiffres, la France est la première destination touristique internationale depuis de nombreuses années, et le nombre de touristes en France, qu'ils proviennent du territoire national ou de l'étranger, ne cesse d'augmenter, avec une réserve foncière qui est relativement limitée et qui est très encadrée. Je pense à la loi montagne et à la loi littoral. Donc oui, des besoins extrêmement importants. La prise en charge de la dépendance, on a tous entendu parler du baby boom d'après-guerre qui va constituer le papy boom de dans quelques années, et on s'apprête à devoir gérer une situation qui va être catastrophique sur le plan sanitaire et social, parce qu'on n'a pas assez de place dans les établissements spécialisés pour accueillir la dépendance qui se présente à nous très prochainement et pour de nombreuses années. Et puis le marché des seniors, qui est un marché qui se développe de plus en plus. Pourquoi? Parce qu'on a une population de plus en plus importante qui vieillit et qui vit de plus en plus âgée, et qui donc nécessite là aussi que l'on construise des hébergements pour ces clientèles dédiées, des exploitants qui pour certains sont là depuis 30 ou 40 ans et qui donc se sont fait des spécialités de l'étudiant, de l'EHPAD, du tourisme, et un certain nombre d'exploitants qui sont devenus des multispécialistes qui, au même titre qu'ils font du senior, font également de l'étudiant, également de l'affaire, bien pour mutualiser les risques, pour optimiser les flux financiers en termes de trésorerie. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que quand j'exploite une résidence de tourisme d'affaires, je loue du 1er janvier au 31 décembre. Quand j'exploite une résidence senior, je loue du 1er janvier au 31 décembre. L'EHPAD, idem. En revanche, sur l'étudiant, bien, je vais plutôt avoir tendance à louer 9 à 10 mois de l'année. Quand je fais du tourisme de loisirs, si je suis en montagne, je vais louer 4 mois l'hiver et éventuellement 2 mois l'été. Quand je suis en bord de mer, ça va être sensiblement 3 mois l'été et puis quelques vacances scolaires. Donc, il y a des opérateurs qui effectivement ont décidé d'exploiter des résidences sur différents segments.
Et puis, intérêt non neutre, en particulier si on doit continuer ce parallèle avec le dispositif Pinel. Je suis certain que parmi les participants, il y a un certain nombre d'entre vous qui ont vu des réservations s'annuler ces dernières semaines parce que les promoteurs ont décidé d'abandonner des projets. Il y en a un certain nombre qui ont peur, soit parmi vos clients, soit parmi vous, d'aller sur des opérations parce qu'elles ne sont pas encore actables. Eh bien, en tout cas, chez Consulting Partners, s'agissant des opérations en VFA, il faut savoir une chose, c'est que nous prenons des résidences en commercialisation dans leur intégralité, sous mandat exclusif, pour être autonome sur l'obtention de la GFA. Pour vous donner quelques exemples, on a lancé une résidence à la commercialisation en juin, elle était actable au mois de novembre. On en a lancé une autre à la commercialisation au mois de septembre, elle est actable depuis la semaine dernière. Je parle de résidences qui font plus de 100 logements à chaque fois. Donc, une grande partie de notre offre est aujourd'hui actable. On a 21 programmes en VFA à la commercialisation. Les 2/3 sont aujourd'hui actables. Et puis sur le marché secondaire, la question ne se pose pas puisque c'est un particulier qui y vend. Eh bien, 100% des lots sur le marché secondaire sont actables. C'est aussi l'occasion de pouvoir sécuriser vos prescriptions et avoir la certitude d'aller concrétiser le dossier chez le notaire. Je vois que le temps passe, j'avance. Autre atout de la location meublée, c'est tout bête, mais quand effectivement vous aviez un client à même d'investir 300 000 € ou plus dans le cadre du dispositif Pinel, bah, si ce client il est toujours présent aujourd'hui, il le sera toujours demain, bah, plutôt que de faire 300 000 € en Pinel, vous pouvez opérer des stratégies patrimoniales différentes. Par exemple, vous pouvez aller sur le marché du neuf et faire investir ce client sur 2 lots. Ça va permettre de répartir le risque, ça va permettre aussi d'optimiser l'arbitrage à terme. Plutôt que de vendre un seul logement initialement acheté 300 000 €, bah, en fonction de mes besoins, en fonction des arbitrages patrimoniaux que je vais être amené à faire, je pourrais me séparer que d'un seul des deux. Et si je dois faire un parallèle avec l'ancien, bah, moyennant un budget de 300 000 €, on peut acheter jusqu'à 5 lots différents sur le marché secondaire. Et bah, je prends l'exemple d'un couple qui a 4 ou 5 enfants. Plutôt que d'acheter un logement éligible au dispositif Pinel 300 000 €, bah, je vais acheter 4 logements avec pour objectif potentiel de transmettre un logement par enfant à terme. L'engagement locatif, j'en ai parlé tout à l'heure, donc je passe rapidement dessus, mais effectivement, c'est un confort très appréciable pour les investisseurs que se dire bah, j'ai un locataire, c'est un locataire professionnel, c'est une société, nous avec lui, il y a un contrat de location pour 9 ans minimum, et chez Consulting, vous pouvez trouver des contrats qui vont jusqu'à 18 ans. Et donc, effectivement, bah, quand vous présentez comment une simulation avec un plan de financement et en face, vous êtes à même de pouvoir mettre un contrat de location et une perception de loyer sur du long terme, bah, c'est beaucoup plus facile, effectivement, entre guillemets, à vendre à un investisseur que quand on a un contrat de location de 1 à 3 ans, suivant ce pourquoi l'on opte sur le résidentiel. Une répartition des charges dans le cadre du bail commercial. Oui. Alexandre, ouais, je me permets de te couper pour relayer la question de David, qui est d'actualité. Bonjour, allez-vous aborder la problématique récente apparue chez RE, j'imagine que tu parles de Résidétudes, David, qui affecte grandement l'un des arguments les plus favorables dans les ventes LMNP, à savoir la certitude de percevoir ses revenus grâce à la qualité du preneur. Est-ce que tu peux peut-être, j'imagine que tu es au courant de l'actualité chez RE, est-ce que tu peux rebondir là-dessus et peut-être nous expliquer en quoi, enfin, si vraiment ça remet en cause cette certitude? Alors, malheureusement, je ne vais pas avoir le temps de dire tout ce que j'aimerais vous dire parce que c'est un vaste sujet. Je vais essayer de le circonscrire à quelques mots. Nous ne sommes pas surpris en interne de ce qui se passe s'agissant de ce groupe. C'est d'ailleurs pour ça qu'on n'en a jamais vendu en VFA depuis qu'on existe. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais sur tous les marchés, il y a de bons produits. Sur tous les marchés, il y a de mauvais produits. Je ne suis pas en train de dire que Résidétudes, que ce soit l'étudiant, le senior ou autre, c'est du bon ou du mauvais produit. Attention, ce n'est pas mon propos. Il faut bien avoir à l'esprit que le bail commercial n'est pas une garantie de loyer. Le bail commercial, c'est un contrat qui encadre les relations entre des parties. Comment dirais-je?
Pendant des années, j'ai eu l'occasion d'expliquer à des CGP que c'est bien beau d'aller vendre le plus haut rendement possible, c'est bien beau de prendre le plus de commissions possible, c'est bien beau de s'arrêter aux propos commerciaux et aux belles plaquettes marketing d'un opérateur. Pour autant, il y a des réalités économiques qu'on doit respecter. Nous, c'est notre métier, c'est ce que j'évoquais en amont. Nous, on n'est pas promoteur, donc on n'est pas là pour vendre le produit de Pierre, on n'est pas là pour vendre le produit de Paul ou le produit de Jacques, on n'est pas exploitant. Nous, on est là pour sélectionner des opérations qu'on estime être pertinentes. Il y a énormément de dossiers qui passent sur notre bureau, c'est plusieurs dizaines de dossiers tous les ans, on en retient très peu, parce qu'il y en a plein pour lesquels on estime que les prix ne sont pas bons, pour lesquels on estime que les niveaux d'engagement en termes de loyer par l'exploitant ne sont pas tenables dans le temps. Et donc, il y a un certain nombre d'opérateurs qui sont confrontés à cette problématique. Je n'ai pas les tenants et les aboutissants des problématiques de résilience d'études, j'en ai une petite idée, mais voilà, on a connu ces problématiques il y a quelques années avec quiétude promotion et quiétude évasion. On a connu ces problématiques avec Top Hotel, on a connu la problématique avec Carré Vacances, on a connu la problématique avec d'autres opérateurs. Encore une fois, rien de surprenant à ce qui se passe à date. Il faut savoir sélectionner les bonnes opérations. Alors ça, c'est très compliqué quand effectivement on est professionnel du patrimoine et qu'on n'est pas forcément en amont des montages d'opérations. C'est notre travail à nous en tant que plateforme, qu'expert du domaine, que de faire en sorte de réduire le risque à son niveau le plus incompressible possible. Pour autant, c'est un actif immobilier, c'est un actif locatif et il peut être amené à bouger en fonction de l'évolution du contexte économique. Résil d'études n'échappe pas aux difficultés qu'ont rencontrées tous les exploitants depuis 2 ans, du fait de l'inflation, du fait de la hausse forte des salaires et du fait de l'explosion des coûts de l'énergie qui font que c'est venu dégrader les bilans. Pour autant, pour avoir discuté avec un gros exploitant il y a quelques semaines de cela, les contrats d'énergie sont renégociés à la baisse, donc ils vont dégager un petit peu plus de marge. Donc, de ce point de vue, tu penses que le plus dur est derrière nous, pour les exploitants, en tout cas derrière les exploitants. Est-ce que le risque d'avoir des rendements à la baisse qui peuvent amener des exploitants à se défausser est derrière nous ou pas? Mais le risque, il est derrière nous, le risque, il est aujourd'hui, le risque, il est demain. Encore une fois, il y a de très bons exploitants qui exploitent un parc de 100, 150, 200 résidences. Et sur les 150, 200 résidences, il y en a 2, 3, 4, 5 peut-être qui ne fonctionnent pas et qui vont être amenés à renégocier en cours de bail ou au terme du bail s'agissant des conditions locatives. Il y a d'autres opérateurs qui vont être amenés éventuellement à abandonner des résidences. Ça, ce sont des choses auxquelles entre guillemets, on ne peut pas couper. Une chose est certaine, c'est qu'il y a bon nombre d'opérateurs aujourd'hui. J'ai évoqué tout à l'heure le fait qu'il y ait des opérateurs qui sont là depuis très longtemps. Il y a bon nombre d'opérateurs qui ont traversé la crise de 2008-2009, qui ont traversé la crise sanitaire, qui depuis 1 an et demi gère la crise. Mathieu, Tristan, pardon, on t'a perdu. Alors moi, je suis toujours là et je t'entends bien. Ok, Je crois que super. ça Non, parce que du coup, tu étais figé, je ne te vois plus à l'écran, donc je pensais qu'éventuellement. c'est bon. Non, c'est Voilà, bon. donc on a des opérateurs qui ont su traverser ces différentes crises, qui sont encore présents. Il n'empêche que oui, on peut assister par moment à des négociations entre le preneur à bail et les propriétaires, parce qu'encore une fois, on a un contexte qui est extrêmement compliqué. Il suffit de regarder ce qui se passe autour de nous. Et puisqu'on parle d'immobilier, il suffit de regarder le monde de la promotion. Le monde de la promotion abandonne des programmes immobiliers, licencie par vague de 5, 10, 30 personnes des collaborateurs. Le risque n'est pas plus présent en LMNP qu'ailleurs, compte tenu du contexte finalement. C'est aussi ça que Non, tu non, peux non, expliquer. non. Encore une fois, je vous disais tout à l'heure qu'on a vendu pas loin de 70 000 lots sous bail commercial dans des résidences services depuis la fin des années 90.
on n'a pas de gros sujets SAV angoissants ou incompréhensibles. Donc, ça reste vraiment à la marge. Mais encore une En fait, fois, l'important, c'est ce que disait Alexandre tout à l'heure, c'est d'investir dans un programme qui est bien pensé avec un foncier qui n'a pas été acheté hors de prix, avec un bilan qui a été bien monté. Et si cette opération a bien été montée, eh bien, elle est capable d'encaisser quelques soubresauts comme ces derniers mois, ces dernières années, comme comme la majorité finalement des résidences, hein, puisque comme tu le disais, c'est pas non plus un mouvement de panique sur les résidences LMNP, c'est à la marge, c'est un cas isolé finalement. oui, oui, oui. Après, toute la difficulté, tant pour les investisseurs que pour les professionnels du patrimoine, c'est de savoir identifier ce qui est une bonne d'une mauvaise opération. Moi, j'ai à l'esprit la question naïve de bon nombre de professionnels du patrimoine qui était de me dire, mais quel est le taux d'occupation de la résidence et moi de leur répondre, mais peu importe le taux d'occupation, c'est une résidence qui a un taux d'occupation de 98% peut être déficitaire quand une autre a un taux d'occupation de 65% et gagne beaucoup d'argent. Donc le taux d'occupation, ça ne veut rien dire. C'est comme le rendement, ça ne veut rien dire. On peut avoir une excellente opération à 3% de rendement qui va tenir dans le temps et une autre opération à 5% de rendement qui, au bout de 2 ans, va péricliter. Notre approche à nous, elle se fait bien différemment, et je n'ai pas le temps de l'évoquer là, mais on a une approche par l'exploitation avec un système de niveau de loyer au mètre carré annuel, parce que ça fait 30 ans qu'on instruit de la data, on collecte, on l'analyse, et on sait quand un dossier arrive sur notre bureau, par exemple, que le loyer envisagé par l'exploitant, il est 15 à 20% supérieur à ce qui se fait logiquement sur le marché, et que notre risque, il est de 15 à 20%. C'est comme ça qu'on fait notre pricing sur le marché secondaire, par exemple. Quand il y a un lot qui arrive sur le marché secondaire de la part d'un propriétaire vendeur, il reste 3 à 4 ans de bail. Mon métier à moi, parce que j'interviens tous les jours sur ces sujets-là, c'est de me dire quel est le risque de volatilité à horizon 3-4 ans. Et mon premier réflexe, c'est le niveau de loyer au mètre carré annuel. Voilà. Mais bon, ça, encore une fois, c'est notre expertise, notre analyse qui fait qu'on n'a pas de problématique SAV particulière. J'en reviens à la présentation. Répartition des charges régulièrement favorable aux propriétaires. J'en veux pour preuve, en tout cas, ne prenez pas ça pour argent comptant, mais chez Consulting Partners, en VFA, on a bon nombre d'opérations pour lesquelles on a des baux double net ou triple net. Alors, double net, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les charges de copropriété non récupérables sont prises en charge par l'exploitant. Les gros travaux relevant de l'article 606 du Code civil sont pris en charge par l'exploitant. Et triple net, c'est tout ça plus la taxe foncière. Donc, on a des rendements nets de charges et de fiscalité dans le neuf. Aujourd'hui, on a des opérations, par exemple, on a un triple net actuellement à la commercialisation à 4,20%. C'est-à-dire que le propriétaire ne va rien débourser, si ce n'est l'assurance propriétaire non occupant qui doit coûter 60 € à l'année. Et ça permet de rendre son plan d'investissement extrêmement lisible. On a une surperformance financière. Pardon ? Camille, et alors je demande si ça répond à la question de Camille qui demandait quels travaux d'entretien sont à la charge du propriétaire, peinture, sol, plomberie et de l'exploitant. Donc tout ça est défini dans le bail en fonction de l'opération. Et de manière générale. Oui, alors en général, tout n'est pas énuméré. On cite des articles, comment dirais-je, du Code général des impôts ou du Code civil, pour effectivement, et plutôt du Code civil pour déterminer la répartition des charges. Mais par exemple, les charges non récupérables, c'est-à-dire qu'un propriétaire est censé payer, c'est par exemple les honoraires du syndic, c'est les frais de gestion et les charges administratives. Ce sont toutes les dépenses qui sont liées, comment dirais-je, à la surveillance et à la sécurité de l'immeuble. Ça peut être s'il y a un concierge, un gardien dans l'immeuble salarié avec un logement de fonction, c'est prendre en charge une partie de son salaire et une partie du loyer qui est lié au logement de fonction. Voilà. Donc ça peut représenter les charges de copro non récupérables, ça peut représenter facilement 10 à 20 centimes de rendement dans le cadre d'un investissement en location meublée. Je parlais de surperformance financière si je dois comparer la location meublée au dispositif Pinel. Alors, ce sont des chiffres arrondis, on peut toujours en débattre, peu importe, ça donne les grandes tendances. J'investis 300 000 € TTC en Pinel, mais comment dirais-je, ça va être 300 000 € hors taxe en LMNP.
j'ai pas de réduction à LMNP, j'ai une réduction d'impôt si tant est que je prenne la formule 18 ans sur 9 ans, qui est équivalente à 2% par an pendant 9 ans. Rendement annuel locatif, donc net de charges et de fiscalité, sensiblement à 1,5% en Pinel. Je pense que j'étais assez généreux, 4% en location meublée. Je n'ai pas de récupération de TVA en Pinel. J'en ai en LMNP qui représente ramené à 9 ans de détention 1,85% de performance. Ce qui fait qu'au total, j'ai 3,5% de performance locative et fiscale sur du Pinel quand j'ai du 5,85 sur la location meublée et sur un temps de détention de 9 ans. Et encore une fois, c'est une hypothèse à 9 ans, eh bien, j'ai une surperformance de plus de 20% de ma location meublée en comparaison du Pinel. Ça veut dire que des simulations, si elles sont bien faites, permettent effectivement de minorer l'effort d'épargne d'un investisseur dans le cadre d'une opération en LMNP en comparaison du dispositif Pinel. J'avance assez vite parce que j'ai plus beaucoup de batterie, je suis pas dans mon bureau. LMNP, les enjeux pour une transition réussie. Ben, pour celles et ceux qui ne sont pas familiers de la location meublée, il convient déjà de comprendre la différence entre bénéfices industriels et commerciaux et revenus fonciers. C'est pas très compliqué au demeurant. Comprendre les rouages, l'intérêt du bail commercial, parce que c'est un contrat de location fort qui réunit propriétaires bailleurs et locataires preneurs à bail pour une période minimum de 9 ans, vous l'aurez compris, sur des programmes neufs. Comprendre aussi les marchés sur lesquels on peut investir, parce que je vous ai donné quelques éléments s'agissant de l'étudiant, marché du senior et autres. Il convient de mieux maîtriser ces marchés pour pouvoir mieux expliquer le potentiel aux investisseurs. Et puis, à partir de tout ça, il va falloir effectivement pouvoir développer, structurer un argumentaire. Vous avez réussi à le faire dans le cadre du dispositif Pinel. Bien, il suffit de le faire dans le cadre de l'allocation meublée. Je pense que je vous ai donné quelques clés, effectivement, quelques éléments qui permettent d'ores et déjà d'identifier des arguments forts. Et puis, et c'est là où ça va être le plus compliqué potentiellement pour vous, ça va être de savoir décrypter l'offre de marché. Ça fait écho à ce que j'évoquais il y a quelques instants. Il y a plein de produits sur le marché. Il y en a dont on sait pertinemment qu'il risque d'y avoir des vagues plus ou moins hautes à court moyen terme. Et puis il y en a d'autres, on sait qu'ils présentent peu ou pas de risques sur du moyen long terme. Mais ça, effectivement, il va falloir identifier vos partenaires fournisseurs, que vous ayez des explications sur les produits qu'ils ont construits ou qu'ils commercialisent. Après, je vais prendre un exemple qui vaut ce qui vaut, mais quand on veut acheter une voiture et qu'on va dans une concession Renault, c'est forcément Renault la meilleure marque. Quand je veux acheter une voiture et que je vais dans une concession multimarque, ce sera peut-être pas Renault, parce que le concessionnaire, il va identifier mes besoins, mes envies, identifier mes craintes, et puis il va m'orienter sur un véhicule qui sera peut-être pas du tout une Renault, alors que j'avais à l'esprit de venir acheter une Renault. Et c'est pour ça qu'il faut aller chez Gridkey, puisque nous, on compare toute l'offre et on la score. C'est notre savoir-faire. On score les biens. C'est pour ça que je me permets aussi de faire venir Alexandre aujourd'hui. C'est que on sait que d'après nos scorings et toutes les analyses qu'on peut faire sur plein de domaines, plein de sujets qu'a évoqué Alexandre, comme le sous-jacent par exemple, comme le rendement, comme plein de choses, comme l'étude du bail, on sait vous dire quelles sont les opérations qui sont intéressantes versus celles qui ne le sont pas. Donc voilà pourquoi je vous invite à me contacter. Je vous ai laissé mes coordonnées dans le chat, mais si ça vous intéresse d'avoir comme ça une plateforme qui vous aiguille ou qui vous donne en tout cas les arguments pour vous et aussi peut-être pour votre client investisseur, eh bien n'hésitez pas. Et pour conclure, c'était ce qu'évoquait Tristan en propos introductifs. Oui, en 2024, avec Gridkey, donc Gridkey et Consulteam, on a décidé de continuer à porter la bonne parole, à prêcher la bonne parole autour de la location meublée, en tout cas en ce qui nous concerne, Gridkey et nous, en essayant d'être le plus objectif possible. Donc là, l'idée, c'était de faire un parallèle entre Pinel et location meublée et vous permettre d'entrevoir le fait qu'il y a des choses à faire avec la location meublée. Encore une fois, le marché des investisseurs, il est vraiment là. Il ne faut pas prendre la fin du dispositif Pinel comme une fatalité. Il y a une capacité à rebondir. Et puis, pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, on organise 4 nouvelles sessions courant février qui seront un petit peu plus courtes que celles d'aujourd'hui. Une première session le 1er février où on va traiter de la
la fiscalité du LMNP. Donc, on va expliquer ce que sont les bénéfices industriels et commerciaux et comment est-ce qu'on traite de manière très simple les flux entrants et sortants en location meublée. On va faire un focus également sur le bail commercial, donc ce fameux contrat qui engage sur du long terme. Le 8 février, on va faire un focus sur le marché de l'étudiant et puis on va s'appuyer sur quelques exemples beaucoup plus parlants. On va faire le même exercice le 15 février, mais cette fois s'agissant du marché pour les seniors, parce que l'étudiant et le senior, ce sont comment dirais-je, les deux marchés qui ont le vent le plus en. Alors, est-ce qu'on a définitivement perdu Alex ou pas? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Bon, je crois que sur le gong, Alexandre a disparu, plus de batterie. Vous m'entendez bien, moi, toujours? Si vous pouvez m'écrire un petit mot dans le chat. Bon, en tout cas, le plus important a été dit. Alexandre est en train de vous présenter donc cette espèce de support un peu exceptionnel qu'on prépare pour la rentrée, qui va, je pense, être hyper instructif pour vous tous. Donc, c'est des formats de 30 minutes plus courts qui vont être hyper pointus avec des questions très techniques. Donc, je sais qu'il y a certaines questions auxquelles je n'ai pas répondu. Je pense à toi, Eric. Donc, bon, excuse-nous de ne pas avoir pu traiter le sujet parce que là, le temps nous manquait. Mais vraiment, à la rentrée, ça va être le moment de se voir tous ensemble pour poser vos questions précises. Donc, je répète un petit peu le planning. 1er février, 8 février, 15 février, 22 février. Ce sera à 11 heures à chaque fois. Ce sera en présence d'Alexandre et de moi-même. Et donc, oui, Alexandre donnait le programme. Le principe de la fiscalité du LMNP le 1er février, focus sur l'étudiant le 8, focus sur le senior le 15, et puis pour terminer le 22 février, quel produit pour quel profil client. Donc là, ça va être une étude du persona. On va aborder le persona, c'est-à-dire à quel profil je dois vendre plutôt tel support plutôt qu'un autre. Et puis, on va aborder les techniques de vente. Voilà. J'espère qu'on vous retrouvera très nombreux à ce moment-là. Ah, ça y est, on t'a récupéré. On t'a récupéré. Oui, J'étais en train de… Oh, ça arrive. J'étais en train de clôturer le webinaire en finissant de parler du programme. Et j'en profiter pour dire que c'était un petit peu short pour traiter toutes les questions un peu techniques qu'on nous avait données, mais qui seront toutes traitées si vous participez aux réunions de février. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Alexandre est revenu sans caméra, mais on l'entend bien. Donc, si vous avez des remarques, écoutez, c'est maintenant. Et puis, écoutez, je vous souhaite un très bon appétit, surtout de très bonnes fêtes de fin d'année, parce qu'on va pas se revoir avant justement avant janvier. Vous recevrez les emailings d'invitation évidemment au webinaire de février très prochainement, et j'espère vous voir très nombreux. Merci Tristan, merci à toutes et tous et excusez ce petit problème technique en fin de session. Et excellente fête à tout le monde et rendez-vous en février avec grand plaisir. Et un petit dernier mot quand même sur le LMNP, si ça peut vous donner un ordre d'idée de ce que font vos confrères. Chez nous, le LMNP s'est passé de 10% des ventes en 2022 à un petit peu plus de 18 en 2023, ce qui est quand même, je pense, un indicateur de la montée en puissance de ce dispositif. Nous, on y croit depuis très longtemps. C'est peut-être lié aussi au nombre que vous nous suivez depuis un moment maintenant et vous voyez bien que c'est pas le premier qu'on fait sur le thème du LMNP. On essaye de traiter toutes les fiscalités, mais nous, on croit beaucoup à ce dispositif-là pour toutes les raisons qu'a évoquées tout à l'heure Alexandre. Donc, je pense que c'est le dispositif qui va bénéficier le mieux de ces évolutions réglementaires. Alors évidemment, il va falloir se tenir au courant en janvier de la loi de finances, de la loi logement aussi qui va venir un peu plus tard. Et je pense que tout ça va être traité justement en février avec Alexandre. Voilà. Très bonne fête de fin d'année et puis à la rentrée. À bientôt. À bientôt, au revoir. Au revoir.